Deuxième partie. Second part. Shautani. Mars attaque. Bonjour à toutes et à tous, donc il est 8h05, ravi de vous retrouver, comme tous les matins, Mars Attack numéro 209, mercredi 15 septembre 2010, le talk avec Aziz Daouda. Bonjour Aziz. Bonjour Lino. Abdelhalek Louzani, bonjour. Bonjour Lino. Belaïd Bouimid, bonjour. Bonjour Lino, bonjour. Et nous avons un hôte d'exception ce matin, nous avons un grand monsieur du sport mondial, je dis bien pas seulement du sport africain, mais du sport mondial. Oui. Nous avons avec nous Moustapha Larfaoui, qui a présidé les destinées de la Fédération mondiale de natation. La FINA. La FINA pendant plus de 20 ans, 21 ans exactement. Et moi, je voudrais... en fait, Moustapha Larfaoui, c'est qui? C'est le Avalanche de la natation, c'est le Primo Nebbiolo de la natation. Hein. Voilà, ce sont ces grands dirigeants du sport mondial qui ont retourné les disciplines, hein, qui ont changé... qui les ont transformés. Du jour au lendemain, ils les ont transformés. Hein, et, ils ont amené... de sport confidentiel, voilà, de la natation. Des visionnaires, donc regarder à l'avenir, bien loin devant. Exactement. Et puis évidemment, convaincre aussi les Argentins, hein, évidemment, parce qu'il n'y a pas... Hein, la télévision. Il y a que, comme on dit peut-être en Algérie... mais quel serait la flous, non? S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire du sport. Hein. Président Moustapha Larfaoui, très heureux de vous accueillir ce matin dans notre émission. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, une première question. Quel est le secret? Comment fait-on pour présider une confédération, une fédération mondiale pendant... Tu permets, Lino, que je complète? Oui. Surtout qu'ils ont été deux Algériens à présider deux fédérations internationales différentes. Oui, c'est vrai, absolument. Est-ce qu'ils en ont le secret? Oui, alors justement... Vous savez, il est très difficile. Est-ce que ça se passe dans les coulisses Ça ne se passe pas dans les coulisses en réalité. Je dois d'abord dire qu'au lendemain de l'indépendance de mon pays, je me suis vu confier la Fédération algérienne de natation. Et la première idée qui m'était venue à l'esprit, c'était de voir avec nos prédécesseurs... Alors, pardon, excusez-moi. Je dois dire que vous êtes un ancien basketteur et un ancien joueur de water-polo, c'est ça? Exact. Vous êtes bien informé. Vous savez, donc je disais qu'au lendemain de l'indépendance de mon pays, j'avais été chargé de créer la Fédération algérienne de natation, mais immédiatement il m'est venu à l'esprit, je suivais un petit peu le mouvement sportif et j'avais noté qu'il y avait au Maroc un monsieur qui s'appelait Silhaj Mohamed Benjelloun, qui était membre du CIO à l'époque, et il y avait de l'autre côté nos frères tunisiens aussi où le sport était plus ou moins avancé. Je me suis dit, pourquoi on ne créerait pas une fédération maghrébine de natation? Et en 63, je suis venu ici, j'avais rencontré Sir Hadj Mohamed Benjelloun, Allah yarhamou, Siliamani, qui était à l'époque président de la Fédération royale marocaine de natation, et je leur ai avancé l'idée. Sir Hadj était ravi, il m'a dit, mais c'est formidable ce que tu envisages là. Puis j'avais rencontré par la suite Sir Mohamed Mzali, et nous avons créé la première union maghrébine. Elle n'était pas politique, elle était sportive. Et c'était là où nous avions donc créé cette union. Et je dois dire que les premiers championnats maghrébins de natation se sont déroulés à Tunis, en 64. Et puis je peux vous dire que depuis 64 à ce jour, les championnats maghrébins se tiennent régulièrement tous les ans. Ben, c'est une bonne chose. Oui. À la suite de cela, étant donné que nous avions plus ou moins réussi, disons, dans ce domaine, je me suis dit, mais pourquoi nous n'aurions pas une entité africaine? Et c'est là qu'est venue ici l'idée d'étendre un petit peu les activités et aller vers l'Afrique, voir ce qu'il y a. Et c'est à partir de ce moment-là où nous avons convenu nous avons échoué une première fois, on voulait faire ça en 67. Puis finalement, en 70, nous nous sommes réunis au Caire et nous avons créé la Confédération africaine de natation avec 10 pays membres. Et je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes 49 pays membres de la Fédération internationale de natation. Bien entendu, nous avons entamé la fameuse lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, sur le plan sportif, à travers le Conseil supérieur du sport en Afrique, à travers l'Union des confédérations sportives africaines, l'UCSAB. Et bon, nous sommes arrivés au résultat auquel nous sommes arrivés. Et on a envisagé au plan africain de s'intégrer quand même à la Fédération internationale. Et c'est là où, en 72, à Munich, j'ai eu le plaisir d'être élu comme membre du bureau de la FINA. Et immédiatement, nous avons entamé aussi, avec nos amis asiatiques, Amérique latine,
nous avons constitué une petite force au sein de la Fédération Les internationale. non-alignés. Les non-alignés. Les non-alignés du sport. Nous avons constitué une petite force quand même qui était très influente au sein de la FINA. Et nous avons travaillé. En 1976, on m'a fait l'honneur d'être vice-président de la FINA. Et puis, bon, je continuais mon petit chemin tranquillement. Alors expliquez-moi, les mandats c'était 4 ans. 4 ans. Comment vous avez fait pour être président pendant 21 ans? Alors quand je suis arrivé, c'est une bonne question, effectivement. On m'a dit qu'il a modifié les statuts. Non, je n'ai pas modifié les statuts. Alors, une bonne question parce qu'on vous accusait des tiers-mondistes à ce niveau-là. Hein. Non, les gens du tiers-monde ont dit l'alternance qui est absente. Oui, vous savez, convaincre 200 pays, quand même, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je n'ai rien fait pour. Et puis, les alignés, eux, ils ont toujours la possibilité de faire voter qui ils veulent. Mais je vais vous dire. Vous avez beau être 180 ou 150 non-alignés, mais les autres sont peut-être aussi forts à 20 ou 30. Ils ont des éléments à conviction. Oui. Mais ce qui est bien, c'était en 86, on avait les championnats du monde en Espagne, à Madrid. Et puis un soir, le président, qui était président actif à l'époque, c'était un Américain qui s'appelait Bob Helmick. Il était en même temps président du Comité olympique américain et vice-président du CIO. Et un soir, il me dit, on va manger ensemble. On est allés manger ensemble. Et pendant la soirée, il me dit, qui tu vois comme prochain président? Alors je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour changer les règles. Et j'aimerais bien que tu continues. C'est vrai, il avait commencé à travailler de manière très positive pour venir en aide aux pays en développement à l'époque. Et sincèrement, c'était spontané. Je lui ai dit, on aimerait bien que tu continues, on peut faire changer les statuts. Comme on constituait quand même une petite force, on pouvait avoir la majorité et faire changer les statuts. Il me dit non, quand bien même les statuts changeraient, je ne serai pas candidat parce que j'ai beaucoup à faire au niveau du Comité international olympique, au niveau du Comité olympique américain. Et il me dit, qui tu vois? Je lui dis, non, je ne sais pas, je ne vois pas, mais dis-moi toi, si tu as un nom à m'avancer, je te donnerai mon sentiment. Alors, il me regarde, vous ne l'avez pas dit, moi. Alors après, il me dit, oui... Et toi, par exemple? Il me dit, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pensais à toi. Tu serais tenté? Moi, je lui ai dit, bon, soyons sérieux. Bob, il me dit, non, je suis très sérieux, et c'est parti comme ça. Bon, vous savez, moi j'étais fonctionnaire, et puis c'est des fonctions bénévoles. Il faut assurer la subsistance de la famille. Et après réflexion, après consultation, bien sûr, finalement j'ai dit oui, bon, d'accord. Mais il y avait un Européen qui était président de la Ligue européenne de natation, et qui était candidat aussi, donc nous étions deux candidats. Bon, on a eu des élections à Séoul, ça m'a valu l'honneur d'être président. Bon, on a commencé à travailler. On n'avait pas de siège. La FINA n'avait pas de siège, c'était un siège itinérant. On a commencé par avoir un siège, c'était le studio du président. On a commencé à travailler, ça a donné. Et puis j'ai dit, bon, c'est pas normal qu'on ait un seul championnat du monde tous les 4 ans, plus les Jeux Olympiques. Nous avons des fédérations, il faut assister les petits pays, comment faire, il faut faire rentrer d'argent. Nouvelles disciplines aussi, hein? Alors, les nouvelles disciplines. Et on n'avait pas le 4x200 mètres nage libre féminin au programme, il n'y avait pas le plongeon synchronisé, il n'y avait pas la natation synchronisée, il n'y avait pas le open water, etc. Et puis, je me suis dit, il faut qu'on assure notre subsistance et venir en aide aux petits pays pour les développer. Et à l'époque, nous étions 160 fédérations. Et nous avons donc continué. Alors, j'avais proposé de faire des championnats du monde de manière plus régulière. On me dit, mais c'est pas possible, nous n'avons pas d'argent. Justement, j'ai dit, mon objectif, c'est d'avoir plus d'argent pour vous le restituer, pas pour les garder dans les caisses. Mais on a besoin de sponsors, on a travaillé dans ce sens. On arrive en 80... C'était les débuts. On avait déjà notre siège, c'était déjà pas mal à Lausanne. Et en 92, on me dit, tu vas continuer. Je dis, oh, les règles sont claires, les statuts sont clairs, c'est 4 ans, c'est 4 ans. Non, on va changer. Et ce sont les Américains qui ont proposé l'amendement au statut et ils disent 2 mandats consécutifs. Ça a été adopté et j'étais seul. 4-4-8, hein, ça fait pas 21. Ça fait 4-4-8. Mais il y arrive le président. Oui. Alors je continue. Bon. Il nous dit toujours pas qu'est-ce qu'il faut être pour quelle qualité faut-il avoir pour être un grand dirigeant du sport mondial. Hein, il n'a pas dit encore. Hein. Oui, enfin c'est difficile à dire. Vous savez, il y a la permanence qui est très importante. C'est pour la conclusion. Oui.
Il y a la permanence. La permanence et la continuité, ça c'est très important. La passion. Et la passion, ça c'est charisme. sûr. Oui, oui. Et la Et puis, compétence aussi, Président. Merci. Bon, on essaye. Hein. Et bon, on a continué. On est arrivé. Et en 96, à Atlanta, on me dit tu pars pas, tu restes. Et la règle a été supprimée. Et je vous assure que je n'ai rien fait pour. Bon, pour moi, c'était vraiment une grande satisfaction parce que je me suis dit, donc je suis dans le bon chemin, nous allons continuer. Mais c'est un travail d'équipe. Hein. Je me souviens, après mon élection, j'avais dit à l'Assemblée pour la remercier, etc. Je leur ai dit, mais ne croyez pas que je vais pouvoir travailler tout seul, j'ai besoin de vous. Et comme on dit chez moi, on ne peut pas applaudir d'une seule main. Il doit Mais une discipline qui est réputée comme étant un sport des pays du Nord, dirigé par quelqu'un venant des PVD. Hein, Du Sud. Des pays en voie de développement, comme vous avez bien voulu définir le Sud. Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe, le regard occidental par rapport justement à ce genre de choix? Je dois vous dire que quand j'étais candidat pour Séoul, certains présidents de fédération de l'Europe sont venus me dire que mes chances étaient limites. C'était pour permettre à mon concurrent, enfin, d'avoir des voix. J'ai dit, mais écoutez, il faut avoir l'esprit sportif. Hein. Nous sommes à une compétition. Si mon collègue gagne, je serai le premier à monter, le féliciter. C'est normal. Et puis, d'autres m'ont dit, Mustapha, nous savons que tu vas être élu. Mais tu nous excuses, on ne peut pas voter pour toi. Parce que Même nous sans avons... nos votes, tu vas passer même sans nos votes.